Donc, merci pour l'organisation de ce bel événement. Je voulais remercier mon cher ami Maxime Sodji, je ne le vois pas, voilà, qui est là. Merci pour cette opportunité d'aborder un sujet qui est certes ancien comme l'histoire de la médecine, mais qui a du mal à trouver sa place dans nos pratiques qui sont aujourd'hui des pratiques où la performance est finalement le premier indicateur. Et donc, je voulais en quelques minutes vous expliquer un peu comment nous essayons dans nos spécialités, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes en situation de fragilité, comment on aborde cette vulnérabilité dans le cas de la médecine narrative. Je suis professeur de médecine, gériatre, et responsable de pôle de gériatrie au CHU de Limoges. En lien avec cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêt comme vous le voyez. Oui, vous savez qu'au commencement de la médecine, à partir des familles asclépiades, l'écoute, le chamanisme, comme on peut le dire, était le premier vecteur qui permettait à des personnes avec quelques connaissances et un savoir-faire, permettait à ces personnes de soulager les autres. Et c'était au départ effectivement un talent des familles et que progressivement, avec la formation académique, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la médecine, ça a été largement dit sur ces 2 journées. On arrive aujourd'hui à une médecine qui est parfois un peu déshumanisée. Et je pense que le retour de cette approche de médecine narrative va permettre, comme ça vient d'être dit sur la présentation précédente, de développer cette aptitude vraiment à l'écoute, et écouter pour mieux soigner. Soigner surtout les personnes qui sont en situation de fragilité, de vulnérabilité. Et comme on l'a toujours pensé, en médecine gériatrique, pour les personnes âgées, on a toujours développé une approche plutôt ternaire qui consiste à dire on s'appuie sur des outils de prise en charge, des outils de médecine basés sur les preuves scientifiques pour arriver à trouver le juste milieu, à trouver la ligne de crête qui permet d'être au plus près de l'histoire personnelle de chacun. Parce qu'à partir d'un certain âge, le plus important, c'est un projet de vie, c'est la qualité de vie. Et c'est vrai que ça va complètement à l'encontre de l'approche dogmatique de la médecine qui est très centrée sur le soignant, très verticale, qui nous a permis, sur le plan des spécialités organiques, d'aller très loin. Mais quand on arrive dans une spécialité comme la gériatrie, où on doit sortir de l'organe pour aller vers une prise en charge plus holistique, qui met au centre de toute considération l'humain, et qu'on ne pense pas la personne via le cœur, via les poumons, via les orteils ou via tel organe, mais la personne dans sa globalité. Et là, l'histoire personnelle, les envies de chacun sont là une troisième voie qui va nous permettre de pouvoir être plus près de chacun. Je sais que ça a été dit, mais je veux quand même vous rappeler que cette vulnérabilité, ces fragilités, je vais les aborder, sont aussi parfois intrinsèques au vieillissement de la population. On vit de plus en plus longtemps, c'est plutôt une vraie chance. Et contrairement à ce que je viens de dire, les spécialités d'organes ont permis, pour ne pas les citer, la cardiologie en l'occurrence, ou tout ce qui est neuroimagerie, nous ont permis de vivre de plus en plus longtemps. Et vous voyez que la question du vieillissement de la population, là je reprends un éditorial du British Medical Journal, qui montre que le vieillissement aujourd'hui est plutôt dans tous les continents. Vous voyez la trajectoire ascendante, notamment suite des populations de plus de 80 ans, et à la fois en Europe, mais dans les pays, dans tous les continents. Et donc on va être confronté à une gérontocroissance, qui fait que, globalement, l'approche holistique, l'approche centrée sur l'humain, doit pouvoir s'appliquer à toutes les spécialités, parce que quand vous voyez aujourd'hui dans nos hôpitaux, les personnes âgées, il n'y en a pas qu'en gériatrie, c'est dans tous les services. Et vous allez voir dans la présentation que
l'OMS fait bouger un peu le curseur sur effectivement cette question de seuil de ce qu'on peut appeler la personne âgée. Donc vous voyez que, même si je n'aime pas parler d'âge, mais sur le plan académique, il y a forcément ces seuils qu'il ne faut pas négliger. Plus de 65 ans, selon l'OMS, mais quand on aborde la prévention, ça part de 60 ans. Toutes les questions de troisième âge, parfois qui sont en lien avec la retraite. Sur le plan administratif, dans les hôpitaux, on a le cut-off, le seuil des 75 ans. Autrement dit, sinon tout l'hôpital serait en dehors de l'HFME, parce que j'essaie de, Madame Fiorenza, d'être dans l'actualité. Sinon, on n'aurait que des personnes âgées dans un grand nombre de services. Ce que je vais vous dire par ici, c'est que ce qui a changé, qui donne la place à la médecine narrative en gériatrie, c'est cette approche centrée sur la fragilité, sur les déclins fonctionnels. C'est-à-dire que quand on sort de la catégorisation, on dit d'emblée à part de tel âge, vous basculez dans telle catégorie, on doit être obligé avec cette notion de fragilité qui est la vision nouvelle, qui consiste à dire qu'il faut qu'on puisse voir chacun dans son parcours de vie, dans son parcours de santé, comment effectivement cette personne se représente et comment elle perçoit ses fragilités. Et c'est à partir de la perception de ces fragilités qu'on doit pouvoir aller vers une prise en charge un peu plus personnalisée. Dès lors que je vous dis ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'écouter, de permettre à ces personnes âgées, parfois malades, parfois ne sont pas malades parce qu'il y a la prévention, de pouvoir se raconter et donc arriver à comprendre effectivement dans quel sens on pourrait aller, parce qu'à partir d'un certain âge, on a quand même besoin de ce sens dans sa prise en charge. La force de la médecine gériatrique, c'est l'approche holistique. Premier pilier, le biomédical, donc l'approche organique. Deuxième pilier, c'est tout ce qui concerne le psycho-relationnel, hein, c'est-à-dire la cognition, l'athénie, et donc c'est une dimension qui est extrêmement importante. Et ensuite, vous avez la dimension sociale, donc de l'environnement, qui est aussi un pilier fondamental. Et c'est vrai que c'est finalement à la croisée de ces trois approches qu'on doit pouvoir arriver à trouver pour chaque personne, effectivement, une prise en charge qui soit la plus adaptée possible. Et vous voyez que dans cette approche-là, l'écoute, la personnalisation, doivent prendre, je dis doivent prendre parce que on va y arriver tout à l'heure, les contraintes dans la vie de tous les jours sont là. Et donc, voilà un peu le modèle sur lequel, effectivement, l'humain doit pouvoir, dans toutes les situations, donc relater son parcours, son ressenti des situations. Donc, pour faire un cas pratique, ce que je vis tous les jours, j'ai encore vécu donc, il n'y a pas longtemps. Oui, donc nous avons, premier point sur tout ce qui est consultation gériatrique, c'est-à-dire que c'est un temps qui peut aller de 30 minutes à 1 heure, un temps qui finalement est très court et qui vous amène, dans la plupart des cas, à aller rapidement vers le diagnostic d'une situation donnée, la proposition d'une prise en charge la plus personnalisée possible, mais en étant sûr que sur le temps imparti, on a pris le temps d'écouter et donc le patient pour pouvoir aller plus loin. Et ici, je vous donne l'exemple de ce que je fais, c'est que pour créer l'alliance thérapeutique, je prends souvent le temps de permettre à la personne, quand elle a toutes ses capacités cognitives, parce que j'ai un deuxième volet tout à l'heure, mais quand elle a toutes ses capacités cognitives, de pouvoir nous rapporter finalement son vécu, hein, sa trajectoire de perception de la problématique qui est affichée, et que le patient qui vient par exemple pour une question de dénutrition ou de trouble de la mémoire ou de dépression, je ne veux pas tout de suite la catégoriser dans cette pathologie ou classe de syndrome gériatrique, mais prendre le temps d'écouter et de permettre à ce que cette personne puisse d'elle-même m'apporter à la fois les éléments diagnostiques et aussi les éléments thérapeutiques, parce qu'au final, ce qui est important, c'est la thérapeutique.
Et donc, cette approche, elle fonctionne bien. Et globalement, les prises en charge en consultation se font dans un deuxième temps. Parce que ça permet, la première, qui parfois dans un contexte de stress peut ne pas permettre d'aller très loin, va vous amener à une deuxième consultation qui, surtout s'il y a une prise en charge à faire, un traitement à mettre en place, permet de faire adhérer la personne à la solution de traitement qui est prévue. Donc, la première consultation, elle est souvent plus diagnostique, et la deuxième, c'est vraiment comment créer cette alliance thérapeutique. Et là, les leviers de la médecine narrative autour de l'écoute, autour de la personnalisation, de l'histoire de vie, mais pas que l'histoire, le projet de vie également, parce qu'il y a l'histoire, mais il y a le projet. Et vous savez comme moi que dans la vie de tous les jours, quand on est enfant, on est jeune, on est plutôt dans une prise un projet plutôt scolaire. Et quand on est adulte, on a le projet professionnel. Mais pour une personne qui avance en âge, on est plutôt dans un projet de vie. Et donc, mais ce qui est important, ce que je viens de vous dire, on est obligé de le personnaliser par rapport à ces phénotypes. On a 3 phénotypes. Malheureusement, ça rentre dans des catégories. C'est qu'on peut être âgé mais être robuste, donc pas forcément fragile, et donc franchement être dans la pleine capacité de possession de ses moyens. Donc c'est le rectangle, le carré long vert, et le carré long rouge, qui est plutôt les personnes qui sont en situation de dépendance. Et globalement, il y a souvent des troubles de neurocognitifs majeurs, la démence, qui ne permet pas finalement d'avoir ce temps d'écoute, mais il faut l'avoir, mais ce temps d'écoute, il est à pondérer différemment, et le carré long jaune au milieu, où il faut vraiment personnaliser les choses, et là on est vraiment chez les personnes fragiles. Il faut et donc pour terminer, c'est-à-dire que la personne âgée, c'est pour ça que je vous rapporte ici des données du CREDES, à partir de 70 ans, elle a 7 pathologies en moyenne, et vous voyez que c'est des pathologies que vous connaissez tous, et qu'au-delà de ces pathologies, de ces comorbidités, il y a la personne elle-même, dans son histoire de vie. Il faut pouvoir faire la distinction entre tous ces éléments pathologiques et la volonté, le sens qui donne encore existence à la personne. Et donc, je pense et je le plaide que la médecine narrative, même si ce n'est pas encore formalisé, doit pleinement intégrer la gériatrie. Et donc, c'est en ça que ce congrès, je voulais vraiment remercier Maxime Segui, permet de commencer à apporter cette vulgarisation et partir de l'évidence-based médecine pour aller vers la narrative evidence-based médecine, et c'est ce que nous souhaitons pour la gériatrie. Je vous remercie.